Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée à la biologie qui va traiter des mutations et de la variabilité génétique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés et ceux qui s'abonneront. Ça prend vraiment une seconde et ça me motive énormément. Du coup voilà, commençons le cours sans plus tarder et je donne une définition de ce qu'est la variabilité génétique et qui correspond en fait aux différences observables entre les individus d'une même espèce. Ça veut dire quoi une espèce, ou plutôt une même espèce? C'est lorsque des organismes arrivent à s'accoupler ensemble et à créer une progéniture qui elle-même peut également avoir une autre progéniture. Du coup voilà, ceci c'était pour la définition. Et pourquoi la variabilité génétique c'est important? Parce que ça permet la survie des populations et dans quel cadre? Notamment s'il y a des changements environnementaux ou encore l'apparition de maladies. Et donc voilà, c'est ce sur quoi on va s'intéresser. Mais d'où vient en fait cette variabilité génétique? Qu'est-ce qui fait qu'on soit tous un peu différents ou qu'il y ait des populations un peu différentes les unes des autres? Il y a deux origines différentes et je vais m'intéresser à en parler d'une plus précisément. Mais la première, c'est la méiose, qui est un processus de division cellulaire qui permet la formation et la création de gamètes. Ceci, je te renvoie à tes cours de biologie. Je ferai peut-être une vidéo qui expliquera c'est quoi la méiose. Dis-le-moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui, ce sont les mutations, et ce sont ces mutations qui introduisent en fait ce qu'on appelle de nouveaux allèles, c'est-à-dire de nouvelles apparitions. Par exemple, on va faire un exemple simple, la couleur des yeux, brun, euh, vert, bleu, tout ça, ce sont des allèles différentes qui codent donc pour l'apparition de gènes qui donneront l'apparition de, par exemple, la couleur des yeux, mais ça peut être sur tout un tas d'autres traits caractéristiques. Et donc, elles sont indispensables parce que sans mutation, on n'a pas de nouveauté génétique. Et finalement, la méiose qui fait un peu ce mélange de tous les allèles, sans mutation au préalable, la méiose ne sert absolument à rien. Et du coup, c'est ce que je dis ici, sans nouveauté, la méiose ne ferait que recombiner ce qui existe déjà. Donc voilà, ceci c'était pour l'introduction et on va passer à la diapositive suivante où on va parler plus précisément des mutations génétiques. Pour donner une définition stricte et formelle de ce qu'est une mutation génétique, il s'agit d'une modification accidentelle ou provoquée d'un gène ou d'une partie d'un gène. Pour rappel, le gène, c'est la portion de code, enfin la portion de l'ADN qui contient des instructions pour fabriquer par exemple des protéines qui auront des fonctions différentes, etc. etc. Ceci, tu peux par exemple bien comprendre cette notion de gène si tu t'intéresses à la transcription de l'ADN. Et donc, ces mutations peuvent toucher deux types de cellules, soit ce qu'on appelle des cellules somatiques ou ce qu'on appelle les gamètes, mais également on appelle ceci des cellules sexuelles. Je vais écrire ici cellules sexuelles. C'est exactement pareil. Et pourquoi j'insiste sur cette diapo entre ces deux différents types de cellules, c'est-à-dire cellules somatiques ou cellules sexuelles, c'est parce que dans l'une des cas, en ce qui concerne les cellules somatiques, la mutation affecte seulement l'individu, pas sa descendance, et elle peut donc provoquer des maladies ou des cancers à la personne qui a cette mutation, mais toutes les mutations ne provoquent pas des maladies, mais ça peut en provoquer. Dans d'autres cas, la mutation peut être transmise à la descendance et participer à la variabilité génétique. Donc si on vous demande un examen, est-ce que si toutes ces cellules sont touchées ou une des cellules est touchée par une mutation, est-ce que cela entraîne de la variabilité génétique? Tu pourras répondre pas nécessairement, ça dépend du type de cellules qui sont touchées et dans ce cas-ci, il faut répondre que si ça affecte les gamètes ou encore des cellules sexuelles. Et donc, ce qu'on va regarder, ce sont les différents types de mutations qui peuvent affecter ou bien les cellules somatiques ou bien les cellules sexuelles, mais garde donc à l'esprit que les cellules somatiques ne provoquent pas de variabilité génétique et ne concernent que l'individu en lui-même, tandis qu'une affectation par une mutation au niveau des cellules sexuelles ou gamètes va être transmise à la descendance et donc entraîner une variabilité génétique. Et donc, voyons ensemble les différents types de mutations et commençons par le premier type, à savoir les mutations ponctuelles. Et à quoi correspondent les mutations ponctuelles? Cela concerne les substitutions d'une base qui est remplacée par une autre. Je vais expliquer c'est quoi. Et ceci provoque des mutations qui peuvent être dites silencieuses, faux sens ou non-sens. Donc voilà, on va reprendre ça calmement. Ici, on a une portion, on va dire, d'un gène. On se rappelle que le gène, c'est constitué de différentes bases, à savoir A, c'est adénine, G, guanine, C, cytosine, T, thymine. Et voilà, et le code se lit par paire de 3 bases, et ceci correspond à un acide aminé en particulier, lorsqu'il va être notamment transcrit via la transcription de l'ADN pour former des protéines.
Et donc, si on a une altération au niveau de ce code initialement dans l'ADN, alors la protéine qui va être synthétisée ne sera pas correctement synthétisée. Et on peut avoir 3 cas de figure que je vais expliquer. Le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3 qui correspond donc aux mutations silencieuses, faux sens et non-sens. Je vais rapidement dire à quoi ça correspond et en dessous, on verra un exemple. Et donc, une mutation silencieuse, c'est lorsqu'il n'y a pas de changement dans l'acide aminé, et ceci est notamment dû au fait que le code génétique est redondant. Et ça veut dire quoi, redondant? Ça veut dire qu'en fait, plusieurs codes à partir des paires de bases peuvent coder pour le même acide aminé. Et donc, lorsqu'on va modifier au niveau de la séquence une paire de bases, on peut donc retomber sur le même acide aminé, redondant. On a en second point ce qu'on appelle les mutations faux sens, qui vont changer l'acide aminé et qui peut altérer la protéine. Et en numéro 3, on a non-sens, et ça c'est assez problématique parce que ça va créer un codon stop prématuré, et donc la protéine est tronquée, c'est-à-dire incomplète. Regardons maintenant en détail chacune d'entre elles, la mutation silencieuse. Ici par exemple, on va modifier l'adénine par ici la thymine, et tu peux te demander comment ces mutations peuvent arriver. Elles sont totalement aléatoires. Tout simplement, ça ne s'explique pas, c'est comme ça, c'est la nature, et voilà, ça fait ça en moins à comprendre pour toi. Et du coup, voilà, ici, on avait GTA qui codait pour la valine, cet acide aminé, et on va finalement ici transformer ceci via cette substitution, ici via un T, ça va devenir GTT. Et coup de chance, ici, ça code également pour la valine, dû au fait que le code génétique est redondant. Pour ton information et pour ta culture générale, lorsqu'on a 3 paires de bases, peu importe, j'en prends un au hasard, on appelle ceci un codon. Et donc, quand je te parlerai juste après, dans quelques minutes, du codon stop, ça veut dire qu'il existe des paires de 3 nucléotides ici qui arrêtent ici la synthèse des protéines. Mais ça, j'y reviendrai. Du coup, on a vu c'était quoi la mutation silencieuse. C'est quoi une mutation faux sens? Ici, on va tronquer ici la cytosine ici par l'adénine. Et on voit qu'au niveau de l'acide aminé, on passe de la proline à la thréonine. On a donc changé la nature de l'acide aminé. Et dans ce cas-ci, il faut voir au cas par cas, ou bien il va y avoir, on va dire, il y a modification, mais pas d'effet délétère. J'écris très mal. Pas d'effet délétère. Ou bien il peut y avoir un effet délétère. Et ça dépend au cas par cas. Donc, on a vu mutation silencieuse, même acide aminé. Mutation faux sens, c'est un autre acide aminé et il faut voir au cas par cas. Dans un cas, il peut passer inaperçu et pas avoir de gros effets. Dans l'autre, il peut avoir un effet délétère, ça dépend. Et on a finalement la mutation non-sens qui va créer un codon stop. Et ici, le codon stop, on va passer par exemple de TAC à TAG, et TAG est un codon stop, c'est-à-dire que dans la synthèse des protéines, on a des codons start, mais on a également des codons stop qui permettent de dire au ribosome, ok, tu arrêtes de synthétiser des protéines, et dans ce cas-ci, c'est problématique parce qu'on va se retrouver avec une protéine incomplète, et c'est beaucoup plus, on va dire, violent et problématique que d'avoir une mutation faux sens. On va maintenant passer à un autre type de mutation. Ceci concernait des mutations ponctuelles qui constituaient la substitution d'une seule base. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'insertion et la délétion, qui correspond à une ou plusieurs bases qui sont ajoutées ou perdues, ce qui peut provoquer un décalage dans le cadre de lecture et modifier la protéine. En effet, si on ajoute une base ou on en enlève une, forcément le cadre de lecture va être modifié car les nucléotides se disent par paire de 3 nucléotides, ce qui permettait de faire des codons. Donc si on en rajoute un ou qu'on en perd un, le cadre de lecture sera totalement bouleversé. Et on va voir ceci au travers de quelques exemples. Et ici, je donne quelques généralités. Insertion, ajout d'une base dans le gène, et délétion, perte d'une ou plusieurs bases. C'est une ou plusieurs, ce n'est pas nécessairement une, mais pour la simplicité d'exercice, je ne décris seulement avec une paire de bases. Et donc au milieu, je te mets
un petit rappel de ce qu'était la substitution, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on changeait l'adénine par la cytosine, à savoir qu'ici, on avait GA et ici C, et là, on va se retrouver avec GA. Et on a vu que ça pouvait entraîner certaines modifications, notamment au niveau de l'acide aminé. Au niveau de l'acide aminé, oui, ou pas, ou bien ça peut coder pour le même acide aminé, ou bien ça peut carrément créer un codon stop. Et donc, c'est quoi l'insertion? L'insertion, ça va être différent. On va rien substituer et on va plutôt rajouter un acide aminé, c'est-à-dire qu'au départ, on avait 9 bases différentes. On va se retrouver à la fin avec 10 bases différentes. Et donc, on va insérer, juste après de C, ici, on va insérer ce nucléotide. Et donc, le cadre de lecture qui se disait initialement par 3 va être modifié. C'est-à-dire qu'au début, on avait GAG, ensuite, on avait ACT. Et ici, on va se retrouver avec ACA, et le T qui était ici va se retrouver avec les deux autres bases nucléotidiques, ce qui va donc créer une nouvelle combinaison. Et donc, ceci, c'est pour l'insertion. En ce qui concerne la délétion, cette fois-ci, on rajoute rien, on va au contraire enlever. Le C qui était ici va être enlevé, comme tu peux le voir ici, et ça va créer ici une modification qui va décaler le cadre de lecture, c'est-à-dire que tout ceci va être décalé, et on va lire comme ceci, GAG, et ici ça va devenir ATT, etc., etc., et on se retrouve ici avec une base en moins au total. Et donc toutes ces modifications qui ont lieu, si elles ont lieu sur les cellules sexuelles, c'est-à-dire sur les gamètes, peuvent entraîner de la variabilité génétique qui sera transmise à la descendance. Et donc voilà, ceci c'était pour les insertions et délétions. On va voir maintenant un autre type de mutation encore, ce sont les mutations chromosomiques qui cette fois-ci ne vont plus faire appel à seulement une ou quelques paires de bases, mais carrément à de grandes portions du chromosome. Et donc, si je dois te donner une définition stricte de ce que sont les mutations chromosomiques, eh bien, ce sont des mutations qui regroupent toutes les modifications touchant un chromosome entier, comme je te l'ai dit, ou de grandes parties de celui-ci, et ces modifications peuvent changer la structure du chromosome ou bien modifier son nombre. Elles sont de deux types. Ou bien la structure du chromosome va changer, ou bien son nombre va changer. Elles peuvent affecter donc beaucoup plus de gènes en même temps et avoir des conséquences plus importantes, ce qui est logique vu qu'on va toucher de plus grandes portions. Juste pour remettre un peu de clarté, on a 23 paires de chromosomes, ce qui fait 46 chromosomes dans le corps humain. Pour rappel, un chromosome, lorsqu'on zoome dans le noyau, ce sont ces formes, là je dessine très mal, mais voilà, ceci correspond à une paire de chromosomes. On a un chromosome venant du père et un chromosome venant de la mère, et on a 23 exemplaires comme ceci. Et lorsqu'on zoome dessus, c'est vraiment pour bien vous faire comprendre, eh bien, lorsqu'on zoome dessus, en fait, on pouvait avoir toutes les séquences d'ADN, j'écris ACC, mais c'est vraiment si on regarde une région très ciblée. Mais les mutations chromosomiques vont correspondre à des modifications qui sont vraiment beaucoup plus grandes. C'est-à-dire, on va vraiment toucher beaucoup plus de gènes. Et donc voilà, ces modifications peuvent être de deux types. On a des modifications de la structure, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie du chromosome qui peut être supprimée, dupliquée, inversée ou déplacée. Et ça, on va regarder quelques exemples rapidement de cette modification de la structure du chromosome. Dans le cas numéro 1, on va voir duplication. On a par exemple ici cette portion ici B du chromosome qui va être dupliquée, comme tu peux le voir ici. On peut avoir délétion, à savoir que cette partie B ici ne sera plus là dans d'autres chromosomes après modification. On peut également avoir inversion, à savoir que ceci va changer, comme ceci. On peut dire qu'ils vont permuter d'une certaine manière. C'est également une modification chromosomique. Et on peut avoir ce qu'on appelle des translocations. Et à quoi ça correspond des translocations? Cette fois-ci, on va avoir deux chromosomes qui vont s'échanger des portions du chromosome, justement. On va donc par exemple avoir ici cette portion-là qui va venir ici, et cette portion-là qui va venir sur l'autre chromosome, ce qui va donc donner ces résultats-là, comme tu peux le voir. Et du coup, voilà, ceci concernait les modifications de la structure des chromosomes qui peuvent être de 4 types: duplication, délétion, inversion ou translocation. Mais il y a également une autre modification, une autre mutation chromosomique, ce sont les changements du nombre de chromosomes. On peut avoir ce qu'on appelle
perte, mais également gain d'un nombre de chromosomes. Et on peut se retrouver donc avec un chromosome supplémentaire dans le cas d'un gain et avoir un chromosome qu'on appelle surnuméraire. Et ça va notamment faire l'objet d'une application pour finir cette vidéo, à savoir la trisomie 21, qui est le résultat d'une modification, d'une mutation chromosomique avec l'addition d'un chromosome supplémentaire et donc de ce chromosome, de cette trisomie 21 qui est due à l'apparition en fait de 3 chromosomes. La trisomie 21, c'est une maladie qui est caractérisée par un certain retard mental, certains traits physiques visibles, mais provoque également chez la personne des prédispositions à certaines maladies plus facilement. Et du coup, dans le karyotype, comme je l'ai déjà expliqué, ceci est le karyotype, c'est l'image des chromosomes d'un individu. Normalement, au lieu d'avoir la paire homologue, c'est-à-dire 2 chromosomes dans le cas du chromosome 21, de la paire de chromosome homologue 21, on en a un supplémentaire et c'est ceci qui provoque la trisomie 21 et ceci est dû en raison, en fait, lors du processus de la méiose, à une non-disjonction des chromosomes. Toutes ces mutations qui existent et si elles affectent des cellules non pas somatiques mais germinales, à savoir les gamètes, peut entraîner de la variabilité génétique et c'est ce qui nous permet d'être tous différents, mais également d'être résistants en cas d'épidémie ou en cas de changement environnemental. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter à mon adresse mail ou si tu as besoin de cours de soutien, contacte-moi également. Moi, je te souhaite bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.